persévérant ainsi à ne pas nous impliquer directement, j'allais dire physiquement, dans une vraie contestation, une vraie protestation, pour chasser physiquement toujours le régime, alors autant nous taire et arrêter de déblatérer inutilement. Pourtant, il est des moments où l'action directe est la pire des choses qui puissent se produire, lorsque celle-ci ne tient pas compte du contexte, des circonstances, des forces en présence et surtout de l'absence de celles qui pourraient lui assurer le succès. En l'occurrence, dans les circonstances actuelles, une action spontanée de la rue, voire même une action directe de forces engagées contre le régime, pourrait provoquer une violence que nul ne pourrait contrôler mieux que le régime lui-même, lui qui est passé maître en la matière et qui sait mieux que quiconque manipuler, voire même provoquer la violence, la retourner en sa faveur pour se donner le beau rôle de sauveur de la République, le garant de la quiétude publique. Nous en savons tous quelque chose, n'est-ce pas? Nous sommes donc à une phase où l'action devra d'abord être pensée, élaborée, expliquée. C'est d'agora que l'Algérie a surtout besoin et de concertation pour initier toutes les conditions de l'union sacrée contre l'ennemi commun, suis-je tenté de dire. En les circonstances, la parole, la discussion, la démystification du mensonge institutionnel, de la propagande systémique sont la seule alternative à la catastrophe annoncée. C'est le moment du conciliabule, de la consultation, c'est le temps de la parole qui éclaire et illumine, le temps du verbe. En attendant, le régime s'agite. Il est en pleine recomposition, ou peut-être n'est-ce là qu'une décomposition somme toute annoncée. Soudainement, brutalement, il est entré dans une sorte de frénésie belliqueuse, comme s'il sortait ses griffes, comme s'il convoquait les tambours de la guerre. Et ainsi, dans le même temps, le terrorisme est activé. Il est sorti de la marge résiduelle où il avait été confiné pour être étalé sur les unes des journaux. 3 généraux-majors et un fidèle parmi les fidèles du régime sont évacués sans ménagement, cloués au pilori de l'infamie, puisque le terme de limogeage est explicitement étalé sur la place publique. Il n'est pas question pour eux d'user de ces courtois euphémismes qu'ont celui d'appeler à d'autres fonctions, de mise en réserve de la République, ni même d'avoir été priés de faire valoir leur droit à la retraite. Non, le régime a pris le soin d'insister sur le terme de limogeage. Et toujours dans le même élan offensif, il parachève le démantèlement de ce que les Algériens appellent Dar el-Ghul, la maison de l'ogre, le redoutable DRS, pendant qu'il limoge à tour de bras ses membres les plus influents et tous ceux de très haut niveau qui surveillaient tous les grands commis du régime, tous ces grands serviteurs. Le régime continue ainsi de mettre en place de nouvelles dispositions. Et ainsi, pendant qu'il renvoie d'innombrables caciques sécuritaires à leur foyer, sans autre forme de procès, il dévolue leurs prérogatives et leurs missions à une nouvelle structure, ou plutôt une nébuleuse qui ne se dit pas encore, mais qui est bien réelle pourtant. Une sorte de DRS bis, passé sous le contrôle du clan qui est au cœur du pouvoir, celui de Saïd Bouteflika, de Gaïd Saleh et des forces qui les soutiennent. C'est cela que presque personne ne commente encore. C'est cette recomposition en profondeur du régime et de ses dépendances dans un contexte économique très difficile qui annonce une grosse gueule de bois sociale, un réveil très difficile. Plus qu'un chantier, c'est un plan de bataille, une fulgurante prise en main, une mutation en profondeur qui s'opère sous nos yeux sans que les médias et les observateurs politiques n'en fassent vraiment état, sans qu'ils n'en donnent de lecture vraiment appropriée. Le centre du pouvoir, le vrai, celui qui tire les ficelles du président en titre, est entré dans une phase particulièrement décisive, semble-t-il, vraisemblablement annonciatrice de grands bouleversements, et le plus étrange est que la surprenante vélocité qui distingue ces décisions
semble prendre de court tous les acteurs présents sur la chaîne, un peu comme Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. Aujourd'hui, TSA, accréditation de journalistes travaillant pour les médias étrangers. Les enquêtes confiées à l'armée par Faisal Hamdani. Maghreb confidentiel. Boutef bouche les grandes oreilles du DRS. Le matin, Algérie. Yaïd Salah. Au nom de l'armée ou pour piéger l'armée? Par Mohand Bakir. avec nous aujourd'hui, Karim Tabou, président de l'UDS, un parti politique qui attend toujours d'obtenir l'autorisation pour tenir son congrès constitutif. Et il y aura aussi, il était prévu qu'il soit avec nous en Skype, malheureusement il s'est posé un problème de connexion. Et donc toujours au téléphone avec nous aussi, pendant la première partie de l'émission, Yahya Mkhioba, il fait partie des membres fondateurs du mouvement Rachad. Dans la deuxième partie, nous recevrons Sami Ziri, documentaliste à Paris, et Abdelghali Dorman, psychologue à Annaba, qui poseront des questions à Karim Tabou. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci, Jamal. Bonne présentation d'émission. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Karim. Toujours. J'espère que nous pourrons vous avoir plus souvent. Merci. Alors, Karim Tabou, c'est quoi ces manœuvres? Karim? C'est quoi ces manœuvres? C'est bien dit. Le pays continue de fonctionner à coup de manœuvres, à coup de règlement de compte. Et puis, après tant d'années, si nous devons nous appuyer sur deux références majeures du régime depuis, disons, depuis 65, on s'aperçoit aujourd'hui que c'était une succession de manœuvres, une succession de mensonges. Ces deux repères sont les suivants. On a bien promis aux Algériens en 65, après le coup d'État que certains qualifient de coup de redressement et d'autres qualifient de coup d'État, les Algériens avaient eu la promesse qu'à partir de 65, on allait donc entamer la construction d'un État qui va pas qui va résister aux hommes. Et la deuxième référence en 91, lors des premières législatives démocratiques pluralistes, on a également décidé de stopper les élections. Certains avaient, comme d'habitude, qualifié cela de redressement, de sauvegarde de la République, pendant que d'autres avaient qualifié, à raison d'ailleurs, qu'il s'agissait bien d'un coup d'État. Et on avait promis aux Algériens de sauver la République. Si on procédait d'une manière très simple à l'évaluation, avons-nous construit et avons-nous sauvé la République? Bien sûr, le premier est que finalement on n'a jamais construit un État, et d'ailleurs il y a bien des gens qui se considèrent aujourd'hui plus importants, plus puissants que les institutions, donc plus importants que l'État. Et d'ailleurs, ces manœuvres qui se déroulent en dehors des institutions, qui sont télécommandées, téléguidées de l'extérieur des institutions, mais en tout cas de l'extérieur des responsabilités visibles au niveau de l'État. Et bien sûr que tout ça se passe dans une logique, vous l'avez bien souligné, de décomposition plus que de composition, parce qu'aujourd'hui, il est bien clair qu'au rythme où fonctionne le pays, on est tous d'accord avec toute la différence des opinions des uns et des autres, que ce soit les universitaires, les partis politiques, les observateurs, que ce soit les nationaux et les étrangers, on est bien d'accord que le pays ne fonctionne plus sur une norme politique quelconque. On est dans une logique de constitution de réseaux qui tiennent en otage tout le pays,
qui utilisent les finances du pays comme ils veulent. Ils obéissent à aucune logique politique et ils ne veulent obéir à aucun contrôle ni à aucune comptabilité. Donc, c'est ce tournant dans la prise de pouvoir et surtout dans la confiscation et la mise de leurs mains sur tous les espaces de pouvoir crée un grave problème. C'est qu'on a fait un cercle et on est revenu à la case de départ. On est dans une logique unicité de pensée, unité au niveau de la personne, c'est-à-dire concentration des pouvoirs au niveau d'une seule personne. Et plus grave encore, c'est que jamais le pouvoir ne s'exerçait d'une manière clandestine, informelle, que ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit très bien que les seuls instruments qui restent dans la gestion des affaires du pays, ce sont les institutions sécuritaires. Moi, personnellement, et j'exprime un avis personnel, je ne suis pas de ceux qui trouvent des vertus, ni pour les uns ni pour les autres. En tout cas, que le DRS, ce qu'on appelle le DRS, et les autres, ils ont d'une certaine manière la responsabilité entière dans ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que le DRS auquel on essaie de trouver des vertus avait bien accepté en 99, si ce n'est eux-mêmes qui avaient décidé de détourner les élections présidentielles de 99. Et puis de l'autre côté également, quand on voit des gens de grade de général, moi personnellement je suis un jeune Algérien, à une certaine époque la proclamation même du mot général me faisait peur. Parce qu'on nous a appris depuis toujours que les généraux algériens étaient puissants, que les généraux algériens étaient capables de tout faire. Et finalement, ces généraux n'ont été capables ni de protéger le pays, ni de se protéger eux-mêmes. Et finalement, on se retrouve avec une situation où la fragilité des institutions et surtout la responsabilité, j'assume mes propos, la responsabilité de beaucoup d'entre eux dans les souffrances du peuple algérien les a affaiblis, donc ils sont devenus une proie, plus encore ils sont devenus... Mais Karim Tabou, à ce sujet justement, à ce sujet, quand vous parlez de concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne, pour nous qui nous sommes habitués à ce que ce pouvoir soit entre les mains de plusieurs généraux, en l'occurrence, à qui vous pensez, au président Bouteflika, le président en titre, que vous pensez? C'est-à-dire que les choses, ils ont évolué depuis 1999. Je pense qu'en 1999, le président de la République est arrivé, il trouve devant lui des généraux, des responsables militaires qui avaient géré une situation, et cette situation a bien été marquée par des crimes contre l'humanité, a été bien marquée par j'allais dire, des actes qui auraient pu traduire des gens devant des tribunaux internationaux. Donc cette situation a provoqué une espèce de compromis, d'entente avec le président de la République qui initialement avait pour mission d'assurer la protection, de rendre fréquentables des gens qui sont devenus, qui se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité. Donc à partir de là, effectivement, la partie a été jouée de cette manière tout au début, mise à disposition, tout faire pour les protéger, tout faire pour les rendre fréquentables, mais en seconde position, tenant compte justement de cette situation d'affaiblissement de ces gens, c'est prendre le pouvoir, c'est tout simplement leur enlever les espaces qu'ils avaient, qu'ils contrôlaient auparavant. Donc, mais Karim Tabou, qui détient la réalité du pouvoir? Quelle est cette personne dans les mains desquelles tout le pouvoir est concentré? En tout cas, si c'est pas dans la personne du président de la République, c'est dans son entourage. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que le président de la République sert tout simplement de sceau de la République. Il sert de couverture légale sur la gestion du pays, mais il est très clair que les personnes proches du président
qu'ils soient les personnes de la famille ou les personnes dans le cercle, ce qu'on appelle médiatiquement le cercle présidentiel. En tout cas, c'est au nom du président de la République que les décisions sont prises. Et on a bien vu que le 4e mandat, finalement, ce qui intéressait certains de ces personnes était d'avoir le sceau de la République, de le garder et donc de gérer le pays tout en mettant le sceau sur ces décisions. Karim Tabou, restez avec nous. Yahya Mkhioba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, Sidi Jamal. Merci. Alors, je constate avec plaisir que vous êtes en Algérie aujourd'hui, d'où vous vous exprimez. J'ai vu sur votre page Facebook que vous avez écrit voilà, contrairement à ce que prétendent certains, Rachad s'exprime aussi depuis l'Algérie. Je vous en félicite. Merci beaucoup, Sidi Jamal, pour cette invitation. Oui, je l'ai écrit sur ma page parce qu'on nous a accusés tellement de fois de nous exprimer que depuis l'étranger, que de n'avoir le courage de dire ce que nous disons que parce que nous sommes majoritairement, surtout les membres fondateurs, basés en Europe, en exil politique pour la majorité des responsables du mouvement Rachad. Donc, vous nous offrez cette occasion de nous exprimer depuis l'Algérie et vous nous offrez l'occasion aussi de dire ce que nous disons toujours depuis l'Algérie. Et je rappelle, Yahya, pour rendre justice à nos amis de Rachad, dont je m'honore d'être l'ami, que ceux qui ne peuvent pas s'exprimer depuis l'Algérie, c'est parce que tout simplement ils n'ont pas la possibilité de le faire. C'est parce qu'on ne leur permet pas de rentrer librement chez eux. Mais sinon, Yahya... On les a forcés à l'exil politique. Oui. Yahya, est-ce que nous assistons à l'avènement non dit d'un DRS 2, d'un DRS bis? Écoutez, Jamal, je suis à Alger depuis quelques jours. Je constate des choses. Surtout la fameuse affaire de Zelalda qui s'est déroulée il y a une dizaine de jours de cela, où des rumeurs ont insisté sur le fait qu'il y a eu des tirs à l'intérieur de la résidence d'État, et il y a même des témoins qui ont entendu et vu des mouvements un petit peu bizarres qui entourent la résidence d'État de Zelalda. Il y en a qui disent que c'était un club des pins. Le plus sûr, c'est qu'il y a eu quelque chose dans cette zone où il y a une concentration de zones d'État ou de zones vertes, comme on dit. 2-3 jours après, les rumeurs gonflent à Alger et on voit ces décisions du président Bouteflika de dégommer le chef du DSI et de la direction de la sécurité intérieure du DRS, le général commandant en chef de la garde républicaine, et ainsi que le général-major responsable de la sécurité présidentielle. Donc il s'est passé quelque chose de très grave à l'intérieur de ces résidences d'État pour que le chef de l'État puisse prendre ce genre de décision. Parce qu'on ne dégomme pas ce genre de responsable ou de haut responsable militaire pour rien. Et là, je pense pas qu'on est en train d'assister à un DRS 2. Je pense plutôt, et malheureusement, et je rejoins un petit peu ce que disait mon ami Karim Tabou avant moi, c'est qu'on est en train d'assister à la déliquescence de l'État algérien. L'État algérien, sur le plan politique et sécuritaire, est en train de s'effondrer devant nos yeux. Quand vous avez des altercations armées qui se déroulent à l'intérieur même des résidences d'État où le chef de l'État réside, où ses plus proches conseillers résident, où ses ministres résident, c'est que la garde présidentielle, c'est que la garde républicaine n'est pas en mesure d'assurer la sécurité et l'ordre à l'intérieur de ces habitations, de ces zones, ce qu'on appelle les zones vertes. Et ceci, nonobstant le fait ce qui s'est passé, il y a des gens qui disent que on a tenté d'assassiner le président Bouteflika ou son frère Saïd ou d'autres détails. Mais il y a eu quelque chose de grave, il y a eu tir de coups de feu à l'intérieur de ces résidences qui a poussé le chef de l'État, le chef d'état-major général Gaïd Salah à prendre ce genre de décision. Donc, on est en train d'assister à la déliquescence, à l'effondrement de l'État sur le plan politique et... Yahya, je m'excuse de vous interrompre, il y a du grésillement sur la ligne. Nous allons vous reprendre bientôt. Je reviens à Karim Tabou et nous revenons sur vous dans un petit instant. Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez, Karim? Oui. Alors, certains observateurs ne comprennent pas pourquoi Saïd Bouteflika, qui a réussi à faire main basse, j'allais dire,
sur tous les leviers de la décision politique en Algérie. Et, il est devenu quasiment incontournable. C'est lui le véritable chef de l'État. Ils ne comprennent pas, ces gens, pourquoi n'a-t-il pas pris le pouvoir, tout simplement? Pourquoi n'a-t-il pas mis en place un processus pour être élu président de la République de la même manière que son frère a été élu pour son 4e mandat? Qu'est-ce qui l'en empêche véritablement? Honnêtement, je pense qu'il y a eu tout un débat sur la scène politique et des partis et bien des personnalités avaient, entre parenthèses, avaient alerté, avaient dénoncé par anticipation les velléités des frères du président de prendre le pouvoir. Et les gens avaient cru que la prise de pouvoir allait se passer dans une logique d'élection régulière, etc. Moi, personnellement, je ne pense pas que cette velléité soit présente par cette méthode. Plus encore, nous avons bien vu que le 4e mandat a été imposé et qu'on n'a même pas respecté les normes les plus élémentaires d'une élection des dispositions qui existent autant dans la Constitution que dans la loi sur la loi électorale qui exigeait en tout cas la présentation de documents attestant que le président était en bonne santé. Je passe sur ces détails-là, mais en tout cas, l'élection a eu lieu dans des conditions, j'allais dire, contraires à toutes les lois du pays. Et derrière, justement, cette manœuvre par laquelle on a passé un chef d'État, une élection dans ces conditions, le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, était de garder le sceau et d'exercer le pouvoir en dehors, justement, des institutions apparentes. Et je pense que jusque-là, dès lors que le pouvoir est concentré, contrairement à ce que pouvaient penser les partis politiques qui considéraient que le président manquait de légitimité parce qu'il a été imposé dans ces conditions, à l'inverse de ce que peut penser les partis politiques, d'autres, de l'autre côté, pensent qu'il est j'allais dire bien au contraire, très fort d'une légitimité et donc par cette légitimité, ils croient qu'ils sont investis du droit absolu de décider de ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, on a bien vu comment ils ont même dépassé le cadre des institutions pour imposer le chef des patrons, pour imposer une politique financière dans le pays, pour imposer des partis politiques, pour imposer des ministres et pour désigner des représentants, que ce soit au niveau du commerce extérieur, au niveau de la Banque centrale, au niveau de la douane, au niveau des finances, au niveau du patronat. Donc dès lors qu'on a élargi cette puissance-là, il était évident que ces personnes-là ne les intéressent pas d'être responsables apparents qui exercent une fonction quelconque régulée et réglementée par la loi, la Constitution ou la loi électorale. Bien au contraire, ils sont dans une attitude très très confortable, dans une position confortable. De mon point de vue personnel, ils cumulent deux fonctions qui ont marqué le système politique algérien. C'est le confort de l'obscurité. Quand on est dans l'obscurité, on voit tout le monde et personne ne nous voit. C'est un confort extraordinaire. Cette attitude, cette position était exercée pendant de longues années par le général Toufiq Medine dans son obscurité. Il avait la main sur une partie importante de l'opinion publique, des partis politiques, des médias, des associations, des espaces importants de pouvoir. Il y a également un deuxième niveau, et d'ailleurs je pense qu'il y a une espèce de cumul d'association de ces deux fonctions, et c'est ça qui forme le nouveau DRS entre parenthèses. C'est l'ancienne fonction de l'Arbi Belkhir qui était au niveau de la présidence et qui avait la main sur tout ce qui se passe dans le pays, notamment dans les affaires financières, dans le commerce extérieur, dans les intérêts à l'étranger. Donc aujourd'hui, avoir la puissance, ce confort d'être à la fois le Toufiq
Et l'Arbi Belkhair, je pense, certains pensent qu'il est mieux que d'être chef de l'État. Il est plus que chef de l'État, il est chef de tout, en fait. Il décide de tout et c'est lui qui tient la réalité du pouvoir. Je reviens à vous dans un instant, Karim. Yahya Mkhiouba, avant de nous quitter, une question. Le DRS a été démonté, quasiment démantelé, au point où on a envoyé des dizaines de ces généraux à la retraite, encore plus de colonels et d'officiers supérieurs renvoyer leur foyer. On a vidé les ministères de leur présence, les wilayas. Réellement, le DRS a été vidé de sa substance au point où on a l'impression maintenant que Toufik habite une maison qui a été vidée de tous ses meubles, de toutes ses commodités, qu'il est un peu seul dans... pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'au lieu de vider ce DRS de sa substance et de chasser tout simplement Toufik, de le remplacer par un fidèle du clan Bouteflika, pourquoi l'avoir vidé et créer un DRS bis à côté? Pourquoi, d'après vous? Oui, très bien, Yahya, très bien. Oui. Alors, Djamel, il ne faut pas croire que le DRS est démantelé. Ça, je pense que c'est une erreur d'analyse. C'est le général Toufik en personne qui est humilié par ces décisions. On veut l'humilier, on ne veut pas le dégommer parce qu'ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas le dégommer parce qu'il a des appuis à l'étranger, notamment des appuis américains, ça il ne faut pas l'oublier. Mais on assiste à l'humiliation de Toufik en personne en démantelant les services les plus sensibles du DRS dont il a le contrôle depuis, je crois, 92. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, et la ligne était mauvaise, c'est qu'on assiste au démantèlement de l'État algérien, le démantèlement de l'État algérien, l'effondrement de l'État sur le plan politique et sécuritaire. Et après l'effondrement économique, bien sûr, où on voit maintenant aujourd'hui le prix du baril qui a atteint 53 $ le baril, il a perdu presque 13 $ en 20 jours, et la crise économique qui s'annonce dans 1 an et demi, 2 ans, on assiste à une gestion sécuritaire des affaires de ce qu'ils appellent, eux, la République. Le plus grave dans ces affaires, M. Benchino, c'est la déliquescence de l'État. C'est-à-dire qu'on n'a pas un Parlement aujourd'hui, ou un Sénat, ou des députés, ou des partis politiques capables de convoquer le ministre de la Défense au sein de l'Assemblée nationale pour lui poser la question pourquoi dégommer le chef de la garde républicaine et le chef de la sécurité intérieure et le chef de la sécurité présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ces résidences d'État? Sur le plan des médias aussi, pas encore une presse qui est capable d'élaborer des enquêtes et de nous révéler la vérité sur cette affaire Zeralda qui a provoqué, à mon avis, ces décisions de dégommer ces chefs militaires. Là, je pense que si on analyse l'État algérien sur le plan de la sécuritaire, il y a un démantèlement volontaire ou involontaire, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire. Quand Rabdaya, ils envoient un chef de région, c'est que les institutions politiques et les relais sociaux qui sont censés gérer ce genre de situation, régler ce genre de problème, n'existent plus, ou s'ils existaient, ils ne fonctionnent plus. Comme aujourd'hui, vous avez un Parlement en vacances, vous avez des partis politiques en vacances. Il n'y a que Louis Ahnoun qui a animé une conférence de presse hier ou avant-hier pour parler de ce sujet très sensible. Il n'y a que des étoiles du mouvement Rachid qui a fait une vidéo pour parler de ce sujet, mais les autres partis politiques, ils sont aux abonnés absents. Et notamment, moi je parle des partis politiques qui ont participé aux élections législatives et qui ont des députés, qui ont des groupes parlementaires. Ils ne sont pas capables aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de convoquer le ministre de la Défense ou le ministre adjoint de Défense, M. Gaïd Salah, au Parlement et lui poser ce genre de questions. Et là, c'est là que vous comprenez que les institutions politiques sont en panne. Et quand on arrive à cette situation de panne généralisée au sein des institutions politiques et accompagnée d'une crise économique grave qui s'annonce demain pour l'Algérie, je pense que dans l'histoire d'un pays, dans 2 ou 3 ans, c'est demain, si ce n'est pas aujourd'hui, accompagné d'une telle crise économique, moi je pense qu'on est en train d'assister à l'effondrement de ce qu'on appelle l'État algérien post-indépendance. Je ne le dis pas avec plaisir, mais c'est une réalité qui nous a été imposée par ce régime et on est en train de payer les pots. Merci Yahya Mkhiouba. Bon séjour au bled.
J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Sami Dziri, documentaliste à Paris, et Abdelghani Dorman, psychologue à Annaba. Sami Dziri, merci d'être avec nous. Si vous avez des questions à poser à Karim Tabou, je vous en prie. Sami. Vos intervenants. Merci. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a oublié, on a tendance à analyser sur le factuel, c'est ce qui se déroule maintenant. Or, dans le passé récent, 2013, Bouteflika était au Val-de-Grâce, on a procédé à éliminer un service qui existait, qui a fonctionné pendant 10 ans. C'est le Centre opérationnel national d'aide à la décision, ça s'appelle le CONAD, qui a été créé en 2003, le 8-10-2003 par le Premier ministre Zarouni à l'époque, et qui a fonctionné pendant 10 ans dans l'illégalité totale, dans l'obscurité totale, et on a désigné, il y avait le rapport de force, par un décret numéro 1356 datant de 15 avril 2003, à son abolition. Ce service, il a existé. Ce fonctionnement parallèle elle a toujours existé dans les services algériens. Même de l'époque de Boumedienne, je me rappelle une interview de Qasim Rabah, il disait que je détenais pas tous les services, il y avait des services qui m'échappaient et qui étaient entre les mains du président de l'époque. Donc ce fonction parallèle revêt une lutte implacable, mais il dénote aussi la réalité saugrenue du pouvoir opaque. Cela relève également de l'existence d'une noria de services, mais aussi plusieurs centres de décision. Personne ne connaît les personnes qui ont géré ce service, le CORAD. Les prérogatives déployées, ses objectifs, tout ce qu'on sait, on ne sait même pas l'autorité de tutelle, de qui dépendait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été géré par un DG et 4 directeurs d'études. Et donc, comment se fait-il que des services existent? Parce que pourquoi procéder au démantèlement de DRS alors qu'il suffit juste de couper la tête et d'enlever la personne qui est là depuis 25 ans? C'est une question que vous posez à Karim Tabou? C'est une question? Karim Tabou? Oui. Sami Dziri pose la question de savoir pourquoi démanteler tout le DRS alors qu'il suffisait de couper la tête, ça veut dire de renvoyer tout vers chez lui, de le remplacer par quelqu'un de fidèle à la maison. Karim Tabou. Je reprends un propos d'un général en retraite qui avait donné une interview au journal Watan. Et c'était d'ailleurs une question qui lui a été posée. Karim, je me permets de vous interrompre. On ne vous entend pas très bien. On vous rappelle dans un instant. Je reviens à Sami Dziri. Je reviens à vous dans un petit moment. Sami Dziri. Donc, nous avons posé votre question à Karim Tabou. Il va y répondre. Mais sinon, est-ce que vous avez une autre question éventuellement à poser? Oui, bien sûr. Là, récemment, on a procédé à la nomination de directeur général des renseignements généraux, en l'occurrence de M. Djilali Boudelia. Djilali Boudelia, qui n'est pas un opérationnel, c'est un prof d'anglais dans une université. Il a été recruté par la DGSN, c'est bien, mais il est plus porté sur les aspects administratifs et non pas opérationnels. Quels sont les critères qu'on nomme quelqu'un dans un poste sensible pour la protection de la sécurité intérieure de l'État, du pays plutôt, quels sont les critères? Parce que Boudelia, il est de Tlemcen et on a nommé quelqu'un qui est très proche de servir César avant de servir le pays. C'est la vision césariste du pouvoir de Bouteflika. Et là, je me pose la question, pourquoi procéder à des changements dès qu'il y a un remous? C'est-à-dire, est-ce que les institutions de l'État fonctionnent ou ne fonctionnent pas? Est-ce que le pouvoir actuellement, ce qui s'est passé le 16 juillet, rappelez-vous, Jamaldine El-Magharibia est la seule chaîne qui a parlé de ça, aucune chaîne ni en Algérie ni ailleurs, que le 16 juillet, ce qui s'est passé,
il y a une contre-réaction sans réflexion, on a procédé à dégommer 4 généraux, on a enlevé tout, procédé au changement du wali, 38 wilayas sur 48, et là ça continue. Est-ce que le DRS réellement, pourquoi ne pas dissoudre le DRS dans ce cas-là d'un décret et puis le recomposer à un autre système? Merci Sami Djeri, parce que c'est trop de questions. J'espère que Karim Tabou les a entendues et qu'il pourra y répondre. Karim, vous êtes avec nous toujours? Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez entendu toutes les questions? Oui, il faudra que je vous les... Enfin, je crois que l'esprit de toutes les questions est le même. Ça parle du DRS et du démantèlement du DRS. Personnellement, si j'essaie d'analyser de près et en essayant de comprendre par quelle procédure et par quel milieu les gens veulent s'accaparer le pouvoir, il est clair aujourd'hui, et on parle peu sur la question, qu'il y a un problème qui se pose sur la succession à Bouteflika, mais il y a également un problème qui est rarement soulevé sur la scène politique et médiatique, c'est la succession à Tawfiq. Et je pense aujourd'hui, pour la première fois, il y a une espèce d'élection présidentielle anticipée qui se passe pour désigner le futur président, mais le plus important au niveau aujourd'hui du pouvoir, c'est la succession à Tawfiq. La question qui est posée, pourquoi ne pas dégommer Tawfiq? Si je reprends un propos qui peut renseigner sur l'une des raisons qui peut également constituer une raison majeure pourquoi ne pas avoir dégommé Tawfiq. J'ai lu une fois une interview du général Belhadid dans un quotidien national, dans le journal Watan, et il avait répondu à cette question. Et je ne suis pas là pour faire la publicité de son propos, mais plutôt pour m'appuyer sur ce propos et ce que devait soulever ce propos comme débat dans le pays. Il avait, d'une manière claire, dit que l'intention d'envoyer en retraite Tawfiq existe chez le président de la République. Il ajoute en disant, mais cette volonté n'est pas suffisante, parce que s'il vient à faire un tel acte, on aura une division grave dans l'armée. Il y aura les partisans de Tawfiq et les partisans de Bouteflika. Cette question, cette réponse, cette façon de présenter les choses devait d'une manière, j'allais dire objective, sans tension, mais parce qu'il s'agit de notre pays, soulever le débat dans le pays. Parce que si on se rend compte, 40 ans après, 50 ans après, que nous avons une armée qui risque à tout moment de devenir un comité de supporters pour les uns ou pour les autres, c'est ça la question principale. Qu'est-ce que nous avons construit dans le pays? Sur quoi le pays peut-il s'appuyer pour envisager un avenir meilleur, pour aller sérieusement vers la... Donc ce sont ces questions fondamentales. Et malheureusement, la stratégie qui est adoptée par les uns et les autres est une stratégie d'affaiblissement des institutions, même dans le cas de ce qui se passe au niveau sécuritaire. Je ne pense pas qu'il y ait une situation, je respecte beaucoup les propos et l'opinion de Yahya, mais je ne pense pas qu'on est dans une situation de délabrement. On est dans une situation de prise de pouvoir par la violence. Et tout le monde sait aujourd'hui, on a fini par le faire admettre, y compris aux partis politiques, et ce n'est pas pour justifier la position des partis politiques, mais de mon point de vue, on a introduit dans la tête des gens, qu'ils soient les journalistes, les militants politiques, les partis politiques, que ce qui va se décider dans le pays ne va pas se décider ni en association avec les partis politiques, ni même avec la concertation avec le peuple. On a définitivement inclus dans la tête de tout un chacun, de tous les Algériens, que la suite se décide au niveau du pouvoir, que tout va se décider en haut et rien ne peut se décider en bas. Et d'ailleurs, je tenais à préciser que la référence de 91, lorsqu'on a promis aux Algériens de sauver la République, aujourd'hui on est dans une République
où l'élément fondateur, fondamental de la République, c'est le public est exclu du jeu politique. Donc, dans un pays où le public est exclu du jeu politique, bien sûr, on aura en face les logiques d'appareil, les logiques de règlement de compte, les logiques de putsch et de manœuvre, et le tout est que y a un groupe aujourd'hui qui tente de prendre d'une manière, j'allais dire, forcée, tous les leviers pour qu'il soit le seul à décider de l'avenir. Je ne suis pas en train de trouver des vertus à la gestion ancienne du pays, mais quand j'interroge, il m'arrive dans des rencontres comme ça, d'interroger des gens qui étaient des anciens ministres, des anciens premiers ministres, des anciens militaires, je leur pose la question comment se prenait la décision dans les années passées, parce que nous étions des militants d'opposition, donc on ne sait pas avec précision comment la procédure de prendre. Et on m'a toujours répondu que dans des moments forts, dans des moments de crise, dans des moments d'inquiétude, il y a des conclaves qui se tiennent et il y a donc des chefs de région, des militaires, des chefs de services spécialisés dans l'observation de tout ça et qui participent dans un conclave qui tient une journée, 2 jours, 3 jours et finalement il y a des décisions qui sont prises. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique, on n'est même pas dans le besoin de réunir des gens pour décider. On est dans une logique de gestion d'une manière violente d'un groupe qui veut prendre le monopole de la gestion politique, de la décision politique. Et restez avec nous, Karim Tabou. Des éléments. Restez avec nous, Karim. Abdelghani Dorman, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci à vous, si j'aime Abdelghani. Merci. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Donc, si vous avez une ou des questions à poser à Karim Tabou, c'est le moment. Oui, merci pour l'invitation et je salue notre ami Karim Tabou, qu'on apprécie beaucoup. Et voilà, donc je voulais rebondir sur la question qui consiste à dire qu'on est en train d'assister à un démantèlement de l'État. Déjà, de quel État on parle? Et puis, plutôt, on est en train d'assister à véritablement à un démantèlement d'une structure qui a été affaiblie, notamment le DRS, qui a été affaibli depuis ces 20 dernières années en l'impliquant dans les affaires politiques et dans la sale guerre qui a été menée contre le peuple algérien. La question que je voudrais poser à Karim Tabou, c'est, Monsieur Karim Tabou, ne pensez-vous pas connaissant que le DRS est à vocation même pas d'espionnage, mais plutôt de contre-espionnage, qu'on est en train d'abattre et de remplacer par une autre, le balbutiement d'une autre structure, ne pensez-vous pas qu'on assiste à un retour à l'ancienne sécurité militaire? Voilà, c'est ma question. Merci Abdelghani. Karim Tabou. En tout cas, les défis qui attendent le pays, aujourd'hui, d'abord, parce que le pays vit dans une région qui est aujourd'hui chargée de turbulences, chargée d'événements, chargée de luttes politiques. On aurait imaginé dans une situation normale que le pays puisse orienter son renseignement sur ce qui se passe dans la région, mais surtout sur ce qu'on appelle le renseignement de notre génération. Le renseignement actuel, il n'est plus basé sur le modèle ancien du renseignement, du contrôle de la société, etc., mais plus sur le renseignement géostratégique, sur le renseignement économique, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes structures anciennes. Malheureusement, cette vocation-là, cette option-là, devait être une option accompagnatrice de la construction d'un État de droit. Parce qu'un État de droit, un État fort, c'est un État qui dispose d'institutions fortes, de services d'espionnage très forts,
de partis politiques capables d'exister et capables de faire le débat politique, des médias qui font leur fonction de contrôle, de contre-pouvoir et d'information, mais tout ça n'existe pas. Tout ça, pour l'instant, on est encore dans la gestion des carrières, on est en train de gérer des responsabilités. Malheureusement, et je le dis d'une manière très sincère, malheureusement, aujourd'hui, les années se sont écoulées et toutes les structures sont sorties affaiblies. Parce que, tout simplement, nous avons raté l'essentiel, nous n'avons pas bâti un État et nous avons refusé de faire obéir la gestion du pays à une norme politique acceptable. Nous avons tout simplement refusé que des normes et des conditions politiques soient opposables à tous et dans des conditions de gestion permanente par l'urgence et de gestion de carrière, on a recouru à ce type de gestion. Souvenons-nous qu'en 1999, on a eu une élection, c'était un moment historique. Le pays avait tous les moyens de sortir pour la première fois de la crise. On a eu d'abord les candidats étaient de qualité, de niveau politique. Pour certains d'entre eux, ils ont une expérience extraordinaire. Et surtout, il y avait toutes les opinions politiques qui étaient présentes sur la scène. Malheureusement, il y a eu une entente, un compromis, j'allais dire une complicité de tous les secteurs du pouvoir pour choisir parmi tous les candidats M. Abdelaziz Bouteflika. Et des négociations avaient eu bien avant les élections. Tout était parti pour que Bouteflika serre le pouvoir qui était là et qui avait géré une situation, donc ce qui a fait que certains secteurs du pouvoir, certaines personnes, certaines figures du pouvoir devaient tout simplement être jugées sur les crimes qu'ils avaient commis contre le peuple algérien. Malheureusement après, donc ces complicités et les retournements de situation sur les uns comme sur les autres fait qu'aujourd'hui il y a tout simplement une espèce de coup de force d'un cercle, d'un groupe de personnes qui veulent gérer le pays d'une manière absolue, qui veulent tenir le pouvoir d'une manière absolue. Et je ne diminue pas de l'intérêt que doit apporter les médias, que doit apporter la classe politique à cette question qu'on évoque rarement dans nos débats, c'est la succession à Toufik. On parle beaucoup sur la succession de Bouteflika, mais je pense que la succession à Toufik intéresse plus ces milieux politiques, financiers, parce qu'il s'agit de décider de l'avenir d'un pouvoir, que d'une élection qui peut, une fois régler cette question, une fois les arrangements sont établis à l'intérieur, l'élection présidentielle va devenir tout simplement une procédure, j'allais dire insensée, et n'importe quelle personne peut être propulsée au rang de président de la République, mais en tout cas, tout le monde sait que l'essentiel du pouvoir ne s'exerce pas là où on le pense, plus là où il y a des luttes véritables Mais Karim Tabou, est-ce que cette formalité présidentielle que vous nous annoncez, que vous nous prédisez, est-ce qu'elle restera sujette d'une certaine manière à la présence de Toufik, qui est en train de dire d'une certaine manière c'est le monsieur qui semble ne pas vouloir partir, ou alors je pars moi et Bouteflika et tout le clan. Est-ce que c'est ça, ce scénario qui se dessine? C'est probable, mais si jamais connaissons bien le système électoral chez nous, excusez-moi d'être un peu, de verser dans l'humour un peu, c'est que les élections en Algérie se déroulent toutes à 2 tours. Le premier tour, c'est le vote des grands électeurs. Le deuxième tour, c'est le carnaval populaire. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les vraies élections ne vont pas être décidées par le peuple algérien. L'élection, la désignation d'un chef d'État ne va pas se décider par le peuple algérien. Et les grands électeurs aujourd'hui, il s'agit également, et c'est à ce niveau-là que se passent les vraies luttes. Qui sera
le grand électeur? Qui aura le droit de décider? Et je pense à ce niveau-là, il y a les grands électeurs qui sont à l'étranger, qui sont nos partenaires, voire nos chefs à l'étranger. C'est violent ce que je suis en train de dire, mais la réalité, elle est là. Il y a une partie du pouvoir de la décision qui va se prendre à Paris, il y a une partie du pouvoir qui va se prendre à Washington, et par la suite, il y a également les arrangements internes sur les gens qui ont le plus de surface politique. Aujourd'hui, si Toufik a été un homme puissant qui décidait pendant de longues années, et je pense que les gens ne se sont pas trompés de considérer que le DRS était au cœur du système politique algérien. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à la question de savoir Bouteflika a-t-il modifié profondément les rapports de force internes, donc internes au centre de prise de décision, ou pas encore. Mais en tout cas, ce qui se passe est un prélude à la gestion de l'après, mais l'après seulement, pas seulement de Bouteflika, de l'après Toufik et de l'après Bouteflika. Merci Karim Tabou, merci infiniment. Je remercie donc Karim Tabou, président de l'UDS, Yahya Mkhouba, membre du Conseil national de Rachad, Samid Ziri, documentaliste à Paris, Abdelghani Dorman, psychologue à Annaba. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler la nouvelle formule du top 3. Nos téléspectateurs ou téléspectatrices qui souhaitent intervenir, poser des questions à nos invités, à notre invité principal de l'émission, pourront m'écrire sur ce mail qui s'affiche là sur votre écran en m'envoyant leur numéro de téléphone. Nous ne manquerons pas de les contacter. Comme je lance un appel y compris aux sympathisants du régime, à ceux qui veulent défendre la vision de l'autre côté du trottoir. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Salam alaikum, qawala khair. Salama.